Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Face au manquement des règles en classe, ou pire, face aux violences entre jeunes qui ont secoué l'actualité ces derniers temps, le gouvernement prend des mesures, une nécessaire réaffirmation de l'autorité pour certains, des mesures trop répressives pour d'autres. Entre autorité et répression, on en parle dans la question du jour avec nos invités. La justice est-elle la même pour tous? C'est la question que se pose le journaliste Basile Debure à travers son ouvrage. Il sera avec nous sur cette émission. Dans sa chronique Viol étranger, Loïc Landreau vous emmène en Tennessee où les enseignants ont désormais droit au port d'armes. Loïc Landreau que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. Le système scolaire est de plus en plus dépendant des heures supplémentaires. C'est le constat dressé par nos confrères du Monde aujourd'hui. Dans le second degré, les chiffres sont éloquents. En 1994, chaque semaine, les enseignants réalisaient 559 000 heures supplémentaires. En 2023, 620 000. En cause, évidemment, les difficultés de recrutement, mais aussi les différentes coupes budgétaires décidées ces dernières années. Des heures supplémentaires qui font désormais tout simplement tenir le système éducatif. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des heures en bonus. Sans elles, aucun établissement ne peut assurer tous ses cours ni faire vivre les dispositifs d'accompagnement. C'est ce qu'a confié au Monde Julien Giovacchini, qui est principal d'un collège dans le Nord-Pas-de-Calais et secrétaire général adjoint du syndicat IDFO. Ces heures se matérialisent dans le dispositif Devoirs faits, dans les stages de soutien pendant les vacances scolaires, le renforcement des remplacements de courte durée et la création de nouvelles options, entre autres. Et ça ne risque pas de changer dans les années qui viennent, puisque ces heures sont bien moins coûteuses que celles d'un enseignant à temps plein, et en plus, elles sont plus souples à piloter. Mais néanmoins, elles engendrent de grandes disparités financières, puisque les hommes en font beaucoup plus que les femmes. La sécurité des écoles au cœur de l'actualité également. Exemple dans le territoire de Belfort où les pouvoirs publics ont signé une convention pour faciliter le contact entre chefs d'établissement et forces de l'ordre. L'académie, la préfecture, la police, la gendarmerie ont noué un partenariat étroit pour permettre aux chefs d'établissement de savoir quoi faire lorsqu'ils sont confrontés à des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale. Un référent police et gendarmerie sera désormais identifié et chargé de traiter, de suivre ces affaires, même si ce n'est pas urgent et même si le chef d'établissement change en cours de route. Par ailleurs, cette convention permet à tous les établissements d'avoir un audit de sécurité. Les forces de l'ordre vont établir ensuite des préconisations concrètes, comme des caméras de surveillance ou relever un petit peu les grillages, qui seront envoyés aux collectivités pour des demandes de financement. À savoir que 6 établissements du territoire de Belfort vont faire l'objet d'une surveillance particulière avec des patrouilles de police et de gendarmerie très régulières. On reste en région, du côté de la Haute-Garonne, où les cours d'empathie se déploient avec succès. Depuis le mois de décembre, ce sont plus d'1 millier d'écoles qui testent ce dispositif partout en France. Et c'est le cas donc près de Toulouse, où les enfants ont découvert le jeu des 3 figures. C'est la méthode proposée par le ministère pour mieux appréhender les faits de harcèlement. Delphine Ginelli est conseillère pédagogique en Haute-Garonne. Elle forme les enseignants au cours d'empathie. Elle était l'invitée de France Bleu Occitanie ce matin et elle explique en quoi consiste ce jeu de rôle. Il y a dans cette façon d'élaborer des histoires en général 3 figures qui sont ceux de l'agresseur, de l'agressé et du redresseur de tort. Et une fois que les élèves ont échangé entre eux pour élaborer ces scénarios, il y a des élèves qui se portent volontaires. Ils doivent jouer tous les rôles. L'objectif, c'est pas de faire une représentation théâtrale, oui. Mais c'est vraiment que chaque enfant puisse essayer de ressentir, puisque le corps est engagé dans le jeu des 3 figures, essayer de ressentir ce que l'autre éprouve et donc mieux le comprendre et mieux se comprendre aussi soi-même. Delphine Ginelli qui est également revenue sur la formation qu'elle dispense aux enseignants et l'accompagnement qu'elle leur propose tout au long de l'année.
La formation, elle dure 3 journées entières, c'est 18 heures, qui sont réparties tout au long de l'année scolaire. Ça commence assez tôt, dès le mois de septembre. Et ensuite, on accompagne les enseignants, donc à 2 reprises. Ils ont 2 autres temps de formation. Le premier temps étant consacré à, on va dire, à des apports théoriques et puis la connaissance du protocole. L'année prochaine, l'idée, c'est qu'il y ait une généralisation de ces cours d'empathie. Donc après, chaque enseignant choisira l'outil qui lui convient le mieux. Mais c'est l'idée, effectivement, que ça soit inscrit après dans l'enseignement. Et on termine avec le héros du jour qui s'appelle Nicolas. Cet agriculteur a sauvé 350 collégiens de la montée des eaux. Et oui, puisque depuis plusieurs jours, la Moselle est touchée par d'importantes inondations. Et en fin de journée, vendredi, les parents de 350 collégiens se sont retrouvés bloqués par les eaux. Impossible d'atteindre le collège pour aller chercher leurs enfants. Et puis de l'autre côté, évidemment, impossible pour les élèves et pour le personnel éducatif de sortir de l'établissement. Alors, il y a un agriculteur local qui est là, qui voit la scène. Il s'appelle Nicolas, il a 25 ans. Il décrit les parents en pleurs, inquiets, les enfants aussi de l'autre côté. Alors il prend sa bétaillère, c'est un camion dans lequel on met du bétail, et il commence à faire des allers-retours entre le collège et une zone un peu plus au sec où les parents attendaient. On le voit ici fendre 1,20 m d'eau. Il a enchaîné les navettes pendant plus de 3 heures pour permettre à tout le monde de rentrer en toute sécurité. Depuis, évidemment, Nicolas est la star de son village, mais comme il l'a confié à nos confrères d'RMC, il ne se considère pas comme un héros, juste comme un citoyen. C'était magnifique. T'arrives, il y a tout le monde qui t'applaudit et tout. Merci, merci, merci. Les gens, ils tendaient des billets. C'était impressionnant. Les gens, ils s'arrêtent à la ferme. Encore merci. Pas besoin de tous les merci. J'ai fait ça comme ça. Pour moi, c'est normal. Et depuis hier, le niveau de l'eau a nettement baissé en Moselle, donc les collégiens ont pu rejoindre leur établissement aujourd'hui et surtout en partir tout à fait normalement. Attention, néanmoins, j'en profite pour faire un petit point météo aux orages localement forts qui sont attendus ce soir et pendant la nuit, principalement dans le Nord-Pas-de-Calais et en Normandie. En tout, ce sont 68 départements qui sont placés en vigilance jaune, donc prudence. Merci beaucoup Loïc. Davantage de conseils de discipline, instauration d'internats éducatifs ou encore sanctions envers les parents dits défaillants. Le gouvernement installe peu à peu des mesures pour, dit-il, recadrer la jeunesse. C'est le sujet du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Céline Haïn. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice du volet éducation du plaidoyer et des programmes de l'UNICEF France. Merci d'être là. Laurent Kaufmann, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur le plateau du Grand JT. Vous êtes secrétaire général, ce qu'on appelait le SKEN CFDT. Autrefois, mais ça vient de changer. Maintenant, il s'appelle le CFDT, Éducation, Formation, Recherche Publique. Gabriel Attal veut serrer la vis, il n'est pas le seul d'ailleurs, en ciblant les élèves perturbateurs à l'école et en rétablissant l'autorité et surtout en rétablissant les fameuses sanctions. Sanctions au niveau des diplômes pour les jeunes, sanctions pour les parents qui manqueraient à leurs obligations, et on va en parler bien sûr, ou alors la fameuse menace d'internat. On appelle ça des internats d'éducation, bref, autant de sujets dont on va parler ensemble. Rétablir l'autorité, est-ce passer par la sanction? C'est ma question face à la montée des violences entre jeunes. Comment faire la distinction justement entre réaffirmation de l'autorité et répression envers les jeunes de l'autre côté? C'est Inaïn. Oui, alors, ce qu'il faut peut-être rappeler dans tout cela, c'est que les enfants, lorsqu'ils sont à l'école, ils sont certes élèves, mais ils sont tout d'abord enfants. Et donc, ils sont régis par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui leur donne un certain nombre de droits et qui donne à chacun de ces enfants la primauté de leur intérêt supérieur dans toutes ces considérations-là. Et donc, il faut que, lorsque ces sanctions s'appliquent, cette primauté des droits de l'enfant ne soit pas perdue de vue. Donc on s'en parlera bien sûr dans ce que ça veut dire concrètement sur les différentes mesures, mais il nous paraissait important de commencer par ça, de replacer tout cela dans le contexte vraiment des droits de l'enfant en France. En tout cas, si vous le soulignez d'ores et déjà en début d'échange, c'est que vous avez l'impression qu'effectivement les droits de l'enfant ne sont pas forcément respectés, ou en tout cas pourraient ne pas l'être. Pourrait ne pas l'être, effectivement, avec ces mesures. Après, on n'en connaît pas encore tous les tenants et aboutissants, mais il y a un certain nombre de mesures qui nous inquiètent à l'UNICEF France.
Laurent Kaufmann. Merci à School TV d'abord de s'emparer du sujet, parce que nous, on trouve que pour l'instant, ça a été vraiment que d'un côté médiatique et en réponse à des faits divers, et que ça, malheureusement, ça ne parle pas de tout ce qui se fait dans le sein de l'institution scolaire. Il y a des progrès à faire, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ce sujet, que ce soit dans le premier ou dans le second degré. C'est pas le système éducatif est un système qui est organisé et qui est capable de répondre à ces problématiques-là. Et quand on écoute les dirigeants politiques actuels, on a l'impression qu'il ne se passe rien, ce qui n'est pas le cas. Donc merci de prendre le temps de débattre sur le fond de ce sujet, parce que la communication est médiatique, il y a une grande concertation qui est faite en très peu de jours, enfin, c'est presque bâclé de nos points de vue d'organisation syndicale. On est choqué qu'un sujet aussi important que l'autorité, parce que c'est déterminant dans la relation éducative, soit traité de cette manière-là. Donc... Et pourquoi il y a un retour à l'autorité, ou pourquoi on en parle beaucoup plus? Est-ce que justement, est-ce le fait des médias, comme vous dites, dont on fait partie ici aussi chez School, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a nécessité de revenir à cette fameuse forme d'autorité, ou alors c'est parce que la prévention n'est pas assez forte, parce qu'on parle que d'une minorité? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on en arrive là? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Je pense qu'une des choses importantes, c'est qu'effectivement, la prévention n'est pas assez forte. Et puis, les médias, ça veut rien dire, parce que je pense que School TV ne fait pas le même travail que BFM TV ou que CNews sur ce genre de sujet. Et donc, il y a une façon de traiter, de faire des annonces à destination d'une audience qui n'est plus à l'école, qui ne travaille plus à l'école, mais qui a l'impression que l'école est devenue une zone de désordre et de non-droit, ce qui est tout sauf le cas. Voilà, c'est totalement faux, effectivement. C'est à la fois les remontées que vous avez de votre côté, et en même temps, c'est la réalité du terrain que vous ressentez pour les enseignants, tout comme les parents et les élèves. Mais il y a des problèmes, il ne s'agit pas de les négliger, mais en plus, depuis longtemps, l'institution scolaire s'est dotée d'indicateurs. On sait qu'il y a 12,3 incidents pour 1000 élèves dans le secondaire. Donc, il faut ramener aussi aux proportions. On accueille toute une classe d'âge. Ça fait finalement, dans l'histoire d'un pays aussi vieux que la France, ça fait pas si longtemps. Et toute une classe d'âge, ça veut dire que oui, il y a des moments d'adolescence et des moments où les enfants, les adolescents, les familles interrogent le cadre. Et puis, est-ce que c'est pas justement là l'école, l'institution, pardon, mais vous savez combien je la respecte, mais c'est pas l'endroit où justement on doit interroger cette notion d'autorité? Oui, en tout cas, c'est l'un des objectifs de l'école, de pouvoir s'émanciper et accéder à différents savoirs, dont l'esprit critique et la possibilité de questionner, tant sur le fond, sur la forme, ce qui nous est présenté. Mais on se confronte à l'autorité, effectivement, à la maison, dans nos familles, mais on se confronte aussi à l'autorité, forcément, en grandissant, que l'on ait 7 ans ou que l'on en ait 15, non ? Oui, bien sûr, c'est tout un ensemble des savoirs et des compétences qui sont développées à l'école. Alors, au début du mois, la ministre Nicole Belloubet a dit souhaiter, je cite, une harmonisation dans toutes les écoles du régime de punition scolaire. Je dois vous avouer que la phrase m'a un peu choquée. Je ne sais pas si je suis la seule ou pas. Qu'est-ce que ça dit, en tout cas, de la situation dans les établissements? Parce que vous le dites vous-même, finalement, on parle d'une minorité et on s'intéresse à une minorité, quelque part, tant mieux, si on s'intéresse à toutes les minorités. C'est aussi ça la question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une harmonisation dans toutes les écoles du régime de punition scolaire? Alors, je ne voudrais pas faire du mauvais esprit, mais ça interroge, parce que Mme Belloubet a été également ministre de la Justice, et elle doit savoir que les principes généraux du droit s'appliquent à l'école depuis l'an 2000, dans le secondaire, autour justement de la question des punitions et des sanctions, et que les règlements intérieurs doivent respecter les principes du droit, en conformité aussi avec la Convention internationale des droits de l'enfant que vous évoquiez tout à l'heure, dont la France est signataire, et qui, effectivement, dans nos règlements intérieurs, n'apparaît pas encore forcément suffisamment. Mais en tout cas, les principes généraux du droit et les punitions et les sanctions qui sont prises, elles sont écrites dans des règlements intérieurs et elles doivent être conformes aux principes généraux du droit. Donc là, encore une fois, je crois qu'on est sur ce qu'on disait tout à l'heure, des annonces à destination du grand public qui n'est pas acteur de l'école, ni même usager, ou peut-être pour les parents d'élèves. Et c'est dommage, parce que ça ne parle pas du travail réel et des inquiétudes qui sont importantes, parce qu'il y a des endroits où il y a des difficultés. Il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, mais on y répondra peut-être un peu plus avant sur quelles solutions on peut trouver par rapport à ces questions-là, qui ne sont pas des solutions d'annonce politique, qui ne sont pas chiffrés et qui ne coûtent pas très cher, mais par contre, il y a des vrais enjeux sur ces questions-là. Oui, enfin, en tout cas, les annonces suscitent des interrogations quand même, parce que ça veut dire que certains établissements useraient justement ou abuseraient quand d'autres seraient plus laxistes. Je parle de la référence à cette fameuse citation de Mme Belloubet sur la punition scolaire.
Oui, et puis quels sont les faits derrière cela? Où sont les chiffres qui pourraient justifier que dans un établissement scolaire, on applique d'une telle façon et de l'autre? Pour l'instant, nous n'avons pas vu de chiffres ou de données provantes à cet effet. Et donc j'aurais tendance à rejoindre mon collègue sur cette question des effets d'annonce. Alors qu'en termes d'efficacité, là, on reste un peu sur notre fin. Qu'est-ce qu'une punition scolaire déjà, Céline Hayne? Une punition scolaire. Alors, moi-même, j'aurais du mal à vous donner une définition. En tout cas, ce n'est pas inscrit dans le Code de l'éducation. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais en tant que tel... Pas dans le Code de l'éducation. En fait, la distinction, punition, sanction, la sanction, elle est du domaine. Et je parle du second degré. Hein, donc, collège, lycée professionnel, lycée polyvalent, lycée généraux. La sanction, elle peut être prise uniquement par le chef d'établissement. La punition, elle peut être prise par tout membre de la communauté éducative. Oui. Ça peut aller d'un petit travail supplémentaire, d'une heure de retenue, d'un mot sur le carnet, de demander à un élève de faire une lettre d'excuse. Enfin, voilà. Et tous les établissements, effectivement, n'ont pas forcément les mêmes punitions parce qu'ils ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes. Ils ont des règlements intérieurs, c'est différent? Ils ont un règlement intérieur qui est voté chaque année au conseil d'administration et le règlement intérieur doit être revu. Et je vous disais tout à l'heure, il doit y avoir une référence explicite, notamment au texte de 2000, où il doit y avoir, quand il y a des sanctions, elles doivent être proportionnelles. Et il doit y avoir le principe du contradictoire, c'est-à-dire que les élèves doivent pouvoir s'expliquer s'ils ont fait des bêtises, ils ont le droit aussi d'expliquer le contexte dans lequel ils font ça. On dit aussi qu'il ne doit pas y avoir deux sanctions sur un même fait, et c'est ce qui va poser problème, enfin, avec les annonces, encore une fois, du Premier ministre, de dire les élèves qui perturbent verront leur dossier scolaire marqué. C'est contraire au principe du droit. Alors justement, parlons-en, ça tombe très bien, puisqu'effectivement ça fait partie des sanctions possibles. Il y a eu plusieurs annonces de fait. Parlons de cette première annonce, c'est vrai qu'on était extrêmement étonnés. C'est-à-dire inscription dans le dossier, mais c'est très préjudiciable pour l'élève dans sa future vie d'étudiant et aussi citoyenne, non? Absolument, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire comme si les établissements scolaires étaient démunis pendant toute l'année scolaire par rapport à des perturbations d'élèves et que le seul moyen c'était à un moment donné de dire en fin d'année, ah bah alors là, c'est pas bien et on va inscrire ça sur le dossier. C'est pas vrai, on a tout un arsenal qu'on peut utiliser et le dossier scolaire, il est là pour évaluer les compétences des élèves, pas le comportement. Si je peux rejoindre cette discussion, enfin en tout cas le lier aussi avec la primaire, parce qu'il pourrait y avoir potentiellement une mise en place de conseils de discipline dès la primaire. Ça veut dire qu'on va être confronté à une sorte de tribunal à l'âge de 6-7 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on sait que dans le premier degré, effectivement, il n'y a pas cette instance qui est prévue par le Code de l'éducation. Alors, s'il devait avoir à terme une instance comme ça, déjà, quel serait son intérêt? Dans quelles conditions est-ce qu'elle serait mise en œuvre? Et est-ce que réellement, elle répondrait aux besoins des professionnels? Alors, comme vous l'évoquiez, il y a de nombreuses instances déjà et des pratiques déjà mises en œuvre par les professionnels. Quelle est la réelle valeur ajoutée de cette mesure-là? Je rappelle que vous êtes donc coordinatrice du volet éducation du plaidoyer des programmes de l'UNICEF France. Un enfant qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui est violent, qui est perturbateur, c'est quelque chose qui ne va pas. On ne naît pas méchant, on ne naît pas violent, qu'on le devient. Est-ce qu'on n'a pas besoin davantage plutôt d'un psychologue permanent dans les établissements plutôt qu'une répression? Pardon, sans faire de politique, là on n'est pas dans la démagogie, mais vraiment dans la réalité du terrain. En tout cas, on sait que la situation est assez critique en ce qui est de l'accompagnement par les professionnels en termes de prévention spécialisée, de santé scolaire aussi dans les établissements scolaires. Donc il y aurait certainement un renforcement de tous ces professionnels-là pour pouvoir mieux diagnostiquer et accompagner les élèves, puisque leurs besoins sont multiples et actuellement l'éducation nationale n'est pas en capacité ni de correctement diagnostiquer ni accompagner ces élèves-là. Cette notion de tribunal dont je parlais à l'instant, parlons du secondaire puisqu'on y était, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de donner une mauvaise image finalement et à la fois de l'éducation et de la justice aussi pour ces jeunes qui démarrent dans la vie active, si je puis dire, ou en tout cas ils y vont? Alors en plus c'est difficile d'avoir des chiffres actuels, là j'ai regardé un petit peu, il y a 17 000 conseils 17 000 conseils de discipline par an et 12 000 qui donnent lieu à exclusion définitive, sachant que les élèves sont en général rescolarisés, parce que tant qu'ils n'ont pas 16 ans, ils doivent être rescolarisés. Il faut aussi dire que par moment, c'est nécessaire un conseil de discipline. Et qu'en général, ça ne vient pas là aussi. Ça fait longtemps que l'institution scolaire travaille. Il y a d'abord des commissions éducatives, des rencontres avec les parents, des sanctions qui ne sont pas forcément légères, mais qui peuvent être une exclusion temporaire, prise en charge par des
des partenaires, parce qu'il y a de plus en plus de ce genre de choses, et puis des conseils de discipline qui aboutissent à des exclusions définitives. Mais pardon, Laura Kaufmann, mais là, c'est pas le sujet. Enfin, pardon, mais là, c'est l'inscription dans le dossier dont on parle. Parce que finalement, les conseils de discipline, ça existe depuis toujours. Alors, l'inscription, c'est la seule mention qui reste dans un dossier scolaire, c'est le passage en conseil de discipline aujourd'hui. C'est déjà prévu par la loi. Donc, alors, qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce qui serait inscrit dans le dossier? La question là, elle est plus que sur le dossier scolaire, elle est sur le dossier du brevet, c'est-à-dire pour l'évaluation du brevet et pour le bac, pour la suite de l'orientation. Donc ça va beaucoup plus loin, parce que ça veut dire que à un moment donné, si une grande école, une école supérieure dit pas de problème de comportement, voilà, la personne a toutes les compétences, le niveau, mais il y aurait eu une problématique de comportement. Enfin, c'est une porte ouverte à l'arbitraire. Et qui est pareil, très très surprenante de la part de ceux qui sont censés donner l'exemple et faire autorité justement. Autre mesure, ou en tout cas possibilité, effectivement, alors déjà active, puisqu'il y a des tests qui sont déjà faits, notamment dans certaines villes dans le sud, concernant les internats éducatifs. Alors, ces premiers tests, ils sont faits. J'aimerais savoir par qui est-ce que c'est piloté, ces internats éducatifs? Qui s'occupe de nos enfants et quand? C'est pendant les vacances scolaires? C'est pendant toute l'année? C'est un peu flou, cette histoire d'internat éducatif. Vous pouvez m'éclairer? Alors on va essayer de répondre à deux voix, mais oui. Alors d'abord, pour clarifier, internat, c'est le dispositif traditionnel que l'éducation nationale a mis en place. Il y a, je crois, 7% des élèves au niveau national qui sont scolarisés en internat. Vous suivez une formation, l'établissement, ça peut arriver dès le collège, et relativement loin d'un village, en milieu rural, en zone de montagne, ou une formation professionnelle et l'établissement est loin, il n'y a pas de transport. Il y a une spécialité que l'on recherche particulièrement, etc. Donc ça, c'est l'internat. On n'est pas dans le cadre de punition. Non, on est dans une forme de l'internat qui favorise la réussite scolaire. Oui. Là aussi, il y a un flou et sur les internats éducatifs et on n'arrive pas très bien à comprendre si c'est sur adhésion de l'élève et de sa famille ou si c'est une réponse obligatoire. Et ça ne donne pas la même chose. Et effectivement, si vous l'avez très bien dit, c'est soit quelque chose d'éducatif, soit c'est le ministère de la Justice et c'est de la répression. C'est justement ce que dit la rue Grenelle. Il y a deux types d'internats, dit-on, les internats Dupond-Moretti et les internats Belloubet. Donc, évidemment, la phrase m'a fait sourire, mais j'aimerais comprendre quelle est la différence entre ces deux internats-là. Ça veut dire qu'en fait, qui va s'occuper des internats? C'est piloté par la protection judiciaire de la jeunesse d'un côté et par les éducateurs de l'autre? Comment ça se passe? Je rejoins tout à fait le collègue. Il y a un vrai flou sur cette question-là, puisque effectivement les internats Belloubet, disons, ce sont des internats qui existent de longue date, dont les modalités on connaît déjà, et ces nouveaux internats, donc les internats Dupond-Moretti, appelons-les. Internat éducatif, c'est bien ça, hein? Internat éducatif, oui, tout à fait. Alors que les autres sont aussi a priori des internats éducatifs, bien que le terme ne soit pas. Eux, on parle plutôt d'internat ou d'internat d'excellence aussi. C'est une autre formulation. Mais il y a effectivement un flou sur quelle est la durée aussi, quelle est la possibilité pour les élèves d'y adhérer ou pas, et de leur famille. Moi, ce que j'ai entendu, c'était qu'il y avait quand même une adhésion de la part des familles, mais sur les élèves eux-mêmes, ça, il y a un petit peu un flou. Alors, ce qui dit, en tout cas sur le site du ministère, pour avoir bien regardé plusieurs fois précisément, c'est sur la base du volontariat à la fois des élèves et des parents, à voir effectivement comment ça se concrétise in fine. L'objectif, dit-on, c'est de remettre, en parlant des internats éducatifs bien entendu, c'est de remettre ces fameux jeunes sur des rails. Je le rappelle, programme, dit-on aussi, piloté par la protection judiciaire de la jeunesse, par des éducateurs, mais aussi par des militaires et des policiers. Pardon, mais on est clairement dans l'effet d'annonce qui ne coûte pas cher et qui est dans une forme de... pour nous... Qui est pour le 9 juin, c'est électoraliste. Voilà, qui est pour nous en tout cas une forme de démagogie, parce que quel est le projet pour la jeunesse aujourd'hui qui est porté, qui serait autre que le SNU, de mettre les enfants en uniforme à l'école. Mais ça ressemble au SNU, voilà. ça. Oui, mais c'est ça. Mais il est où l'autre pendant éducatif du projet pour la jeunesse? Parce que, il n'y a pas de problème à parler d'autorité à partir du moment où on a un projet clair sur ce qu'on fait pour les jeunes. Et puis, les acteurs qui sont nommés, les acteurs PJJ, c'est ceux qui nous manquent au quotidien dans le travail qu'on fait dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, pour accompagner des jeunes qui sont en rupture de parcours pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, et qui n'ont pas ces acteurs qui participent à ce qu'on a parlé tout à l'heure, la prévention primaire et la prévention secondaire. Alors, excusez-moi, mais je rebondis dans ce cas-là. Si, du coup, ils les font exister sur les internats éducatifs, est-ce que c'est pas une bonne chose, puisque c'est ce que vous réclamez au quotidien? Est-ce que c'est pas une façon aussi de les amener petit à petit dans le système éducatif français?
Mais en fait, ils existent déjà, mais en fait, il y a un problème d'attractivité dans le secteur public et dans le secteur public d'éducation au sens large, l'enseignement, mais aussi sur les métiers PJJ, ça devient de plus en plus difficile. Il y a parfois des supports de poste et pas de candidats et de volontaires. Donc là, de toute façon, ils ne trouveront pas plus de candidats et de volontaires, et c'est, encore une fois, on est dans ce qu'on appelle la répression, et qui n'a pas... Enfin, il n'y a pas de problème à en parler, mais ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas la partie éducation et prévention qui est insuffisamment étoffée. Oui, ça, je vous rejoins parfaitement sur ce point. Si on n'a pas les professionnels, et notamment les professionnels spécialisés en protection de l'enfance pour accompagner tout cela, on ne pourra pas être dans une mesure éducative et on restera dans une mesure donc répressive. Et pour aller là aussi, où il y a une forme malheureusement de démagogie, c'est qu'on fait tout porter à l'école, alors que l'école ne peut pas tout résoudre et qu'elle a besoin, elle s'inscrit en général dans un projet éducatif de territoire et elle a besoin de partenaires. Et là, on arrive à construire quelque chose. Et à un moment donné, oui, il y a besoin parfois de faire sortir un gamin de sa scolarité parce qu'il a fait des choses qui sont inacceptables d'un point de vue d'un règlement intérieur. Il n'y a pas de difficulté dès lors que les principes du droit sont assurés. Mais encore une fois, c'est la primauté de l'éducatif. Vous le savez, je pense que d'autres l'ont dit ici, l'ordonnance de 45, sur les 15 dernières années, elle a été révisée 8 fois et on n'évalue même pas la façon dont les choses sont faites et on recommence à toucher à l'ordonnance de 45 au lieu de se dire, voilà, qu'est-ce que c'est que construire une politique respectueuse des conventions internationales que la France a signées et qui se traduit en gestes et en actes dans le quotidien des établissements scolaires. Est-ce qu'on connaît le programme de ces internats éducatifs? De ce que j'ai lu, des ateliers sur la déconstruction des fausses informations, ça se passe à Nice par exemple, donc sur les valeurs de la République, mais aussi une sortie dans le camp de déportation qui est à Aix-en-Provence, ainsi que dans un cinéma d'art et d'essai. Est-ce que ce type de sortie et d'atelier peut vous sembler intéressant pour des jeunes qui seraient justement peut-être fébriles sur le plan du comportement ou en tout cas défaillants dans le comportement? Alors après, ce sont toujours des visites qui sont intéressantes pour n'importe quel jeune. Après, quelle est la valeur ajoutée de les effectuer dans ce contexte-là plutôt que dans le cadre de l'éducation nationale et dans le milieu ordinaire? C'est plutôt cette dimension-là qui m'interroge par rapport à cela. Est-ce que c'est une façon aussi de les sortir un peu de leur milieu familial qui peut aussi être parfois difficile et ils ont besoin de se retrouver aussi dans une enclave un peu plus protégée ou entourée d'autres jeunes? Est-ce que c'est aussi l'objectif peut-être du gouvernement? Alors, on ne peut pas se prononcer sur vraiment l'efficacité finalement de ces mesures-là. Ce qu'on sait, c'est que tant que les professionnels dont on a parlé tout à l'heure ne pourront pas assurer, eux, cette mission d'accompagnement, on ne peut pas assurer les conditions dignes pour arriver à cet objectif-là. On parlait de répression versus prévention, et c'est quand même ça l'objectif aussi aujourd'hui, c'est de parler de beaucoup de prévention. Récupérer un jeune qui est sur une pente glissante, dit-on, est-ce que c'est plus facile quelque part de sanctionner plutôt que de prévenir, récupérer et faire le travail en amont? C'est deux logiques temporelles qui sont différentes et puis il faut arriver à inscrire aussi le parcours des jeunes sur un temps long, ce qu'on ne sait pas suffisamment valoriser. Vous pouvez être en échec à un temps donné et puis ensuite réussir. La problématique, c'est aussi de comment est-ce qu'on regarde. On fait des photos et en fait c'est un film. Donc vous regardez à un instant, il est pénible, c'est un élève qui nous pose des problèmes, il n'y arrivera jamais, en plus on peut être parfois très prédictif. Il y a un travail aussi de nos institutions sur ce qu'on provoque aussi. On a un système éducatif très inégalitaire. Vous parliez du milieu, de sortir des enfants de leur milieu familial. Oui. C'est vrai, parfois c'est utile, mais on a aussi une école qui est très ségrégée socialement et qui pose aussi ces difficultés-là, parce que quand on regarde les chiffres, on voit bien aussi que les incidents arrivent peut-être à certains endroits et pas à d'autres. Mais pour répondre à votre question, la prévention primaire et secondaire permet d'avoir un filet très très large et puis ensuite si c'est nécessaire, et c'est nécessaire, enfin il y a des parcours, mais vous avez des gens qui ont des parcours de vie où à un moment donné ils ont été en rupture, mais ça leur a permis de comprendre parce que derrière il y a des filets, c'est pas des élèves dont on va se débarrasser définitivement, ils iront dans un autre établissement scolaire et si on a des partenaires dont on parlait tout à l'heure, partenaires PJJ, parce qu'en général on pose pas de problème qu'à l'école, c'est quand même assez rare et donc
donc, et sur le temps long, c'est ça aussi qu'on ne sait pas célébrer. Il y a des gens qui réussissent très bien. On n'a plus que quelques secondes, pardon, mais je voudrais juste mentionner la problématique pour les parents aussi qui manqueraient à leurs obligations avec des sanctions pour ces fameux parents. Souvent, on vient de le dire, pour les familles qui sont défavorisées ou qui ont beaucoup de problèmes, eh bien, l'histoire se répète. On est dans un cercle vicieux, malheureusement. On a du mal, effectivement, à sortir de cela, à pouvoir éduquer comme il le faut et à s'éduquer comme il le faut. On le sait. Est-ce que cette histoire de sanctions pour les parents est une bonne idée? C'est toujours pareil, c'est un hochet, parce que de toute façon, derrière, et heureusement, c'est des choses qui sont liées à des décisions de justice, et c'est bien heureux, et donc il faut, ça sert à rien de renforcer la difficulté des familles. En revanche, on revient sur des notions dont on a parlé, projet éducatif de territoire, et puis prendre en compte la parole des usagers, le climat scolaire, les systèmes éducatifs qui ont progressé en Europe, et il y en a, et qui investissent parfois moins que nous, donc ce serait intéressant d'aller regarder. Ils prennent davantage en compte la parole de l'usager, c'est-à-dire l'élève et sa famille. Et il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là. Ça fait moins de mousse politique. Ils prennent davantage en compte les droits de l'enfant, probablement. Merci beaucoup. Merci Céline Haïn. Et j'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom. Non, c'est bon. Parfait. Coordinatrice du volet éducation du plaidoyer des programmes de l'UNICEF France. Merci d'avoir été avec nous. Laurent Kaufmann, merci mille fois d'avoir été avec nous. Secrétaire fédéral donc, du CFDT Éducation, Formation, Recherche Publique. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Basile Debure. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et auteur de cet essai « La justice est-elle la même pour tous ?» publié chez La Martinière. Alors cet essai est né après une expérience enrichissante démarrée en 2016, celle d'animer un stage de citoyenneté et d'éducation aux médias à destination des jeunes placés sous main de justice, des jeunes adultes placés sous main de justice. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, et je cite, jeune homme blanc, petit Bourges des beaux quartiers, à accepter l'animation de ce stage qui est en fait un stage de travaux d'intérêt généraux?
Exactement, c'est vrai qu'il y a quelques années, moi je connaissais absolument rien au fonctionnement de la justice. J'étais très loin de cet univers et je m'y suis retrouvé plongé un peu par hasard quand on m'a proposé d'animer ce stage. C'est donc un stage de TIG, travail d'intérêt général, qui est une peine prononcée pour certains types de délits, et on me proposait d'intervenir pour parler de mon métier de journaliste, d'expliquer les fake news, la création de l'information pour un public qui est assez loin des médias traditionnels d'habitude. Donc je me suis retrouvé au contact de ceux qu'on appelle les délinquants en fait. Ces jeunes qu'on enferme en permanence dans un univers un peu inquiétant, un peu dangereux. Et au fur et à mesure de ces stages, je me suis rendu compte que ces jeunes ne correspondaient pas du tout à ce qu'on pouvait penser d'eux. À ce que vous pouviez penser d'eux ou ce qu'on pouvait penser d'eux. C'est une petite nuance, parce que vous parlez, je le dis, parce que vous le répétez très souvent, ce côté où j'étais complètement en marge de mon petit système, sur mon petit côté, effectivement, beau quartier, ma vie un peu préservée, et on me plonge là-dedans. Est-ce que vraiment c'était un sentiment que vous aviez ou qui était partagé, selon vous, par la société? Oui, vous avez raison de le préciser, c'était mes idées reçues, mes préjugés. Donc je ne sais pas si elles sont partagées, mais j'ai l'impression que c'est quand même l'idée dominante qu'on se fait de ces jeunes, dans les représentations médiatiques, dans la façon dont on parle d'eux, dans les principaux médias que je ne citerai pas, mais qu'on a toujours un regard très négatif dans la bouche de certains politiques. Je pense au racaille de Nicolas Sarkozy en 2005, au Karcher, à l'ensauvagement, tout ce terme qui est issu de l'extrême droite d'ailleurs et qui a vraiment pris le dessus dans le débat médiatico-politique pour parler de ces jeunes. Donc la première chose que j'ai pu constater, c'est le décalage qui existe entre les représentations qu'on se fait d'eux et la réalité. Et en les observant, en observant leur profil, en écoutant les histoires qui me racontaient aussi la répétition de certaines histoires, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un truc qui clochait avec la justice. Et voilà, et justement, et ce constat donc, que vous avez élégamment posé sous forme de question, la justice est-elle la même pour tous? Je dis élégamment, enfin sous forme de question, parce qu'en fait, en posant cette question, forcément, on imagine bien que la réponse est non. Exactement, spoiler alerte, on peut le dire. La réponse est non. Les jeunes qu'on reçoit, ils passent une semaine avec nous et il y a un moment très intéressant dans cette semaine, c'est qu'on reçoit un juge, généralement un juge de l'application des peines, un magistrat qui vient rencontrer les condamnés, qui vont pouvoir lui poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Donc ça, c'est un moment assez incroyable justement où les condamnés peuvent s'exprimer dans un autre cadre qu'un tribunal. Et c'est vraiment pendant ces rencontres que j'ai entendu des magistrats émettre une critique sur leur propre institution. C'est pendant ces rencontres que les jeunes posent justement la fameuse question, la justice est-elle la même pour tous? Et alors que moi, je pensais que oui, peut-être que oui quand même. Et la réponse était toujours non. Mais non de la part de qui? À la fois des jeunes, j'imagine, mais aussi des magistrats? Et de la part des magistrats, qui étaient capables, de l'intérieur, d'émettre une critique sur l'institution. Et justement, en discutant avec eux des dysfonctionnements qu'il pouvait y avoir au sein de la justice française, j'ai eu envie de tirer le fil et d'aller chercher un peu plus loin, en me rendant au tribunal, en multipliant les entretiens, les interviews avec des juges, avec des avocats, avec des procureurs, et en essayant de comprendre justement d'où pouvaient venir ces inégalités. Effectivement, énormément de moments, d'expériences que vous relatez au cours de cet essai, et aussi avec des situations assez banales que vous évoquez, tel le tutoiement immédiat de la part des policiers envers ces fameux jeunes. C'est vrai qu'on ne le note pas, mais c'est assez fréquent. Oui, et il faut bien comprendre que le premier rapport à la justice passe par la police. C'est la police, par les contrôles, par les arrestations, qui va emmener les prévenus dans un tribunal. Et ces jeunes, ils vont avoir très tôt une expérience des relations avec la police un peu compliquée. Ces jeunes, pour dire un mot sur leur profil, donc ils sont jeunes, je le dis depuis le début, mais la peine de tige, pas forcément pour les jeunes, ils sont issus des quartiers populaires et ils sont presque tous racisés, donc perçus comme noirs ou arabes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes, ils sont contrôlés quasiment tous les jours. Parce que noirs ou arabes? Parce que noirs ou arabes. Ils sont contrôlés parfois à partir de l'âge de 9 ou 10 ans, donc vraiment quand ils sont très 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 jeunes. Et on a aujourd'hui un certain nombre d'études et des condamnations d'ailleurs qui montrent qu'il y a un problème avec les contrôles aux faciès aujourd'hui en France. Vous avez 20 fois plus de chances d'être contrôlé quand vous êtes perçu comme noir ou arabe. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour d'appel à cause de certains contrôles qui ont été perçus comme discriminatoires. Donc ce premier rapport à la police, c'est le début des inégalités structurelles du fonctionnement de la justice. Et parce que justement il y a une inégalité structurelle, c'est ce que vous expliquez et racontez surtout au travers des faits, au travers des discussions et des échanges que vous avez eus là-bas, c'est que ce rapport inégalitaire en fait crée davantage d'inégalités et crée forcément un rebut de la société, ou en tout cas une impression, un sentiment de ne pas être respecté. Exactement, oui, pour ces jeunes en particulier, mais pour toutes les populations d'ailleurs les plus précaires qui sont justement victimes de ce contrôle policier. Les personnes qui sont les plus appréhendées, c'est les gens qui sont dans la rue en fait, donc ce sont les SDF, les étrangers, les jeunes hommes noirs et arabes. Et donc effectivement, comme il y a ce premier rapport très conflictuel avec la police, ça va créer une défiance vis-à-vis de toutes les institutions en fait. Et ce que j'ai pu observer, c'est vraiment à quel point ces jeunes n'ont plus confiance dans les institutions. Donc ça va être l'école, la justice ou les hommes politiques par exemple, les hommes et les femmes politiques.
trafic. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez, lorsque vous avez partagé ces moments-là avec eux, vous vous êtes dit, mais tiens, je vais aller discuter aussi avec des policiers que je rencontre dans la rue, avec des gens pour qu'ils m'expliquent quel est leur point de vue, parce qu'on se doute bien que tous les policiers ne sont pas comme ça aussi. Donc cette situation, est-ce que vous l'avez confrontée vous-même? Pour cet ouvrage, je me suis essentiellement appuyé sur le travail de recherche, sur les statistiques, sur le travail des sociologues justement pour analyser l'attitude de la police. Mais dans mon précédent livre, j'avais interviewé de nombreux policiers justement sur ces questions-là. Ce qui ressortait, c'est que en fait, ils s'en rendaient pas compte. C'est-à-dire qu'ils pouvaient reconnaître qu'il y avait une surveillance particulière de certains types de populations, mais on avait un peu affaire à un discours du genre « la fin justifie les moyens ». Si au final on se rend compte que si la personne avait commis une infraction, finalement ça vaut le coup de faire un ciblage spécifique sur certaines populations. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que si vous allez contrôler des personnes dans un autre quartier avec la même intensité, vous allez aussi trouver des actes de délinquance. En fait, il faut bien comprendre qu'on est tous délinquants à un moment donné de notre vie. Ça nous arrive tous d'enfreindre la loi. Simplement, si certains sont plus contrôlés que d'autres, ils vont se faire attraper. C'est vraiment ça la différence. Autre question que vous posez assez rapidement, et surtout, c'est même plus une interrogation, finalement, c'est une affirmation. La justice est plus sévère avec les riches qu'avec les pauvres? Alors, en théorie, oui. Dans le principe, oui. Il y a un grand principe dans la justice, c'est que les juges doivent mettre en place l'individualisation de la peine. Pour un même délit, on va adapter la peine à la personnalité de la personne qui se présente au tribunal. Donc, on va regarder s'il a des antécédents judiciaires, s'il a un travail, s'il a un logement. Tout ça pour essayer de prononcer la peine la plus adaptée à la situation. Là, on parle d'antécédents judiciaires, mais là, on parle de richesse. Et alors, j'y arrive justement. C'est que si, pour un vol dans un supermarché, par exemple, si on a affaire à un SDF qui vole au nom du droit à la subsistance ou à un homme d'affaires qui n'aurait pas besoin de le faire, en théorie, le juge sera plus sévère avec l'homme d'affaires. Ça, c'est pour la théorie, parce que dans la pratique, on va observer exactement l'inverse. Au contraire, une justice qui va être beaucoup plus sévère avec les plus précaires. Avec quelqu'un qui a faim, la justice sera plus sévère. Oui, et en fait... ça, ce sont les chiffres ? Alors ce sont les chiffres qu'on observe et c'est une réalité qu'on peut aussi observer en allant directement au tribunal et en fait ça va s'exprimer avec une procédure en particulier qui s'appelle la comparution immédiate. Les comparutions immédiates au tribunal, c'est une procédure accélérée que le procureur peut décider quand la matérialité des faits est établie. Un flagrant délit, on a toutes les preuves, on peut passer en jugement tout de suite. En général, ça arrive après une garde à vue. Les personnes qui vont être présentées en comparution immédiate, ce sont généralement les plus précaires. Ça va être un SDF, un dealer, parce que souvent ils n'ont pas d'adresse ou pas de garantie de représentation. Du coup on les fait passer tout de suite. Et ce qu'on observe justement, vous me demandiez les chiffres, c'est qu'en comparution immédiate, on a par exemple 8 fois plus de chances d'être condamné à une peine de prison ferme. D'autant que, et ça je lis effectivement votre essai, l'une des plus fréquentes se nomme donc la comparution immédiate, 15 minutes seulement pour juger une personne en moyenne et un avocat commis d'office qui découvre, donc qui prend connaissance, si vous citez, du dossier quelques heures avant. Comment peut-on défendre quelqu'un en ayant un dossier entre les mains juste 2 heures avant? C'est pas possible, tout simplement. Mais oui, ces comparutions immédiates, c'est terrible, c'est vraiment de la justice à la chaîne, c'est de l'abattage. On sait aujourd'hui que les tribunaux sont complètement engorgés, il n'y a pas assez de magistrats, pas assez de greffiers. Du coup, le but de ces audiences, c'est de gagner un peu du temps en faisant passer les affaires qui peuvent être jugées. Mais la conséquence, c'est que c'est de l'abattage. Et on se retrouve face à des gens qui ont un quart d'heure pour se défendre. Et vous imaginez bien qu'un quart d'heure pour présenter sa situation quand c'est son destin qui est en jeu quand même. Parce qu'on peut se retrouver en prison avec un avocat commis d'office qui a découvert le dossier parfois quelques heures avant l'audience. Ça n'est pas suffisant. Et il y a vraiment un grand problème de ce côté-là, où quand on a affaire à, je sais pas moi, une affaire d'un délit financier, on va avoir des mois pour préparer sa défense, prendre une armée d'avocats si on a les moyens de se les payer, et ça va être très différent. Il y a aussi autre chose, c'est que quand on vient de commettre un acte de délinquance, on n'a pas de recul par rapport à ce qu'on vient de faire, on n'a pas grand-chose d'intéressant à dire sur son acte. Donc quand on est encore dans le feu de l'action, si j'ose dire, le discours de la personne va pas être très convaincant face au juge. Alors que si on a un peu plus de temps pour y réfléchir, pour prendre du recul, pour préparer sa défense, c'est là qu'on va pouvoir avoir une peine moins sévère. Bien sûr. Lors de ces stages de travail d'intérêt général que vous avez partagé avec ces jeunes, j'imagine que vous avez été assez bousculé par ces mêmes personnes qui ont dû vous poser des questions qui étaient assez déstabilisantes, où vous ne trouviez pas forcément toujours la réponse. Notamment, pourquoi les dealers prennent plus que les pédophiles ? Ça, c'est un grand classique, une question que les participants posent toujours au juge ou qu'on nous pose. Alors, comme ils la posent toujours, j'ai essayé de m'intéresser vraiment à la réalité de cette question. Est-ce que vraiment les pédophiles prennent moins que les dealers, les pédocriminels d'ailleurs, faudrait-il dire. Déjà, c'est pas vrai. Quand la matérialité des faits est établie, le pédocriminel prendra 15 à 20 ans de prison, alors que le dealer, ce sera plutôt entre 10 et 15 ans pour les très très gros trafics. Donc déjà, dans l'échelle des peines aux yeux de la loi, ça n'est pas vrai. Mais la différence qu'il souligne, et ça c'est vraiment très
très juste, c'est qu'on a un vrai dysfonctionnement de notre justice en ce qui concerne les cas de pédocriminalité ou d'ailleurs aussi les violences sexuelles faites aux femmes. On s'en est rendu compte ces dernières années, c'est que comme en général les victimes vont dénoncer les faits des années après, donc on a très peu de preuves, c'est très difficile de montrer que ça s'est vraiment passé. On a d'ailleurs très peu de victimes qui portent plainte finalement dans ces affaires. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les dealers, ils seront systématiquement condamnés parce que flagrant délit, parce que les preuves... Parce que cas avéré en fait. Parce que cas avéré et surtout une attention de la police particulière sur les dealers. Ça, on pourrait aussi parler de la politique pénale en France depuis l'arrivée de Gérald Darmanin, alors que pendant des années, on ne faisait pas attention au viol et à la pédocriminalité. Donc c'est vraiment, ça reflète un dysfonctionnement structurel de la justice, mais bon, ça n'est pas tout à fait vrai quand on a toutes les preuves pour le démontrer. Est-ce que aussi ces mêmes jeunes vous disent finalement la justice ça sert à rien, on se sent pas écouté, on se sent pas du tout pris au sérieux, il n'y a pas d'égalité, donc bon, à quoi bon? De leur point de vue, absolument. Ils attendent juste que ça passe, que la peine passe. Je me rappelle d'un jeune homme, par exemple, qui était accusé à tort d'outrage et de rébellion, et je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas fait appel, comme il n'était pas auteur des faits, donc ça aurait été logique. Et il disait, oh mais ça sert à rien, de toute façon ce sera confirmé en appel, c'est ma parole contre un policier. Ils savent que en tout cas ils perçoivent que la justice sera toujours contre eux. On en revient vraiment à la défiance envers les institutions. Donc c'est assez désespérant. Mais on peut dire quand même que, parce qu'on ne va pas faire de généralité, il y a beaucoup de policiers, beaucoup d'avocats, beaucoup de personnes dans le monde du droit qui ont envie justement de défendre ces personnes-là. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est encore dans ce système de pensée, ou en tout cas qui fait que ces jeunes-là se disent qu'ils sont complètement exclus de la société? Alors ça commence à bouger, hein, vous avez raison, on a des affaires justement où on prend conscience des violences policières, de l'importance de mettre des caméras, d'avoir des preuves tangibles pour pouvoir justement essayer de ne pas toujours être du côté de la police. Après, l'institution judiciaire, elle met du temps à se remettre en cause, à faire son autocritique, à évoluer, et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là malheureusement. Pas mal de recommandations dans cet essai, donc je vous recommande, la justice est-elle la même pour tous, et notamment la dernière, soyons sur nos gardes, et pour cela un seul mot d'ordre, la solidarité. Bien sûr. Parce que je pense que comme moi au début, en fait, on pense que la justice, la prison, c'est quelque chose qui concerne les autres. Si on l'a pas vécu dans sa famille ou soi-même, on se dit que ça nous concerne pas vraiment, que c'est quelque chose de lointain. Et les inégalités liées à la justice, on se dit qu'elles nous concernent pas vraiment. Donc c'est vraiment ça que j'ai voulu faire avec cet essai, c'est d'attirer l'attention du plus grand nombre sur ces dysfonctionnements et sur ces inégalités. Parce que c'est vraiment si on en prend conscience collectivement qu'on pourra changer les choses. Merci beaucoup Basile de Bure d'être venu sur le plateau du Grand JT nous parler donc de la justice. Est-elle la même pour tous? Question que vous posez à travers cet essai publié chez La Martinière. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci de votre invitation. Et tout de suite, on va retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, vous nous emmenez aux États-Unis, dans le Tennessee, où les enseignants et le personnel d'éducation vont pouvoir porter une arme au sein même de leur école. C'est une proposition de loi qui a été votée à la fin du mois d'avril, et le plus fou dans tout ça, c'est que lorsque j'ai préparé cette chronique, eh bien, j'ai découvert que c'était déjà le cas dans 16 États américains. Les enseignants, les directeurs, les CPE, les assistants d'éducation sont autorisés à porter des armes de poing pour se défendre face à de potentielles agressions. Surtout dans le Tennessee, cette proposition de loi a été adoptée, déposée suite à la tuerie de Nashville qui a fortement marqué la population. C'était en 2023. Oui, mars 2023. 3 enfants et 3 adultes avaient été tués froidement au sein même de leur école primaire. L'assaillant avait 28 ans. Il avait fréquenté cet établissement chrétien quand il était petit. Et le mobile de la tuerie, ça serait une rancune très tenace en lien avec ce qu'il avait vécu là-bas, associé à des troubles de la personnalité assez sévères. Et ce drame a provoqué de grosses tensions à Nashville, puisque d'un côté, il y avait des milliers d'étudiants et de parents qui ont une fois encore manifesté contre le port d'armes aux États-Unis. Et puis de l'autre, une partie de la communauté qui a reproché au gouverneur du Tennessee de ne pas assez agir pour protéger les enseignants et les enfants. Et c'est là que le congrès local, justement, est entré dans le jeu. Et sans surprise, un congrès à majorité républicaine qui avait déjà autorisé le port d'armes sans permis dans tout l'État il y a 2 ans, et qui a donc voté cette loi pour que les employés des écoles, collèges, lycées et universités de la ville puissent porter une arme avec un argument de poids. Cette loi n'oblige pas les enseignants et les membres du personnel à s'armer pendant les heures de travail, mais ça leur donne la possibilité de le faire sans représailles. Cette petite nuance est importante dans les argumentations, notamment pour les habitants du Tennessee, dont certains ne cachent pas leur joie sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une très bonne idée que les enseignants soient armés à l'école.
Est-ce que je suis la seule? Ils peuvent se débarrasser d'une menace avant même qu'elle ne franchisse la porte. Et je pense que c'est une super idée, je le dis maintenant depuis plusieurs années. Les enseignants doivent être armés à 100%. Et je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Est-ce que des accidents peuvent arriver? Oui, des accidents peuvent arriver tous les jours à tout le monde. Ce n'est pas grave. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est le début, le commencement de quelque chose qui peut fonctionner. Voilà, cette femme s'appelle Danielle, elle a 17 000 abonnés sur TikTok et elle affiche clairement ses couleurs en description. Jésus, sa famille et Trump 2024. Et souvent ça va avec. Alors comment ça va se passer justement concrètement? Les profs pourront acheter une arme, la porter quand ils veulent, n'importe où, à n'importe quel moment au sein de l'établissement? C'est à peu près ça, Ils vont pouvoir s'équiper d'une arme à canon court, comme celle que vous voyez sur l'image. Et ils devront suivre 40 heures de, je cite, formation de base au maintien de l'ordre dans les écoles. Et c'est une formation qu'ils devront payer eux-mêmes. Il faudra aussi obtenir l'autorisation écrite du chef d'établissement ainsi qu'un permis de port d'armes de poing spécifique. Et il y aura également un suivi psychologique obligatoire et la vérification des antécédents de l'enseignant. Alors ce qui fait bondir aussi les opposants à cette loi, si je comprends bien, c'est que les parents ne seront pas prévenus. Ils ne seront pas nécessairement prévenus. Là, vous voyez, tout est histoire de nuances dans les arguments et le discours. Effectivement, les parents pourront arriver et découvrir que le prof de leur enfant est armé avec un pistolet. C'est un point majeur de discorde évidemment entre les républicains et les démocrates et bien sûr une source d'inquiétude majeure pour les parents, on peut bien l'imaginer. D'ailleurs, la résistance commence à s'organiser puisque le responsable scolaire du comté de Robertson, c'est au nord de Nashville, a fait savoir que lui n'autoriserait pas ses enseignants à porter une arme. Il a expliqué que tous les établissements de son comté étaient en communication régulière avec les autorités qui les aidaient à protéger les enseignants et les élèves et que le district avait récemment établi des relations particulières avec le ministère de la Sécurité intérieure qui avait affecté un agent spécial dans la région pour faire face à ces menaces. Néanmoins, la loi va être appliquée dans les mois qui viennent et on ne sait pas encore ce que risquent justement ces responsables pédagogiques locaux qui refuseraient de l'appliquer. À savoir que dans le même temps, le Tennessee a approuvé un autre projet de loi qui condamne à 1 an de prison toute personne qui aidera une mineure à avorter, qui l'héberge ou la transporte dans ce but, devenant l'un des États américains où l'IVG est quasiment totalement interdite. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations sur le Tennessee. On va pas aller dans le Tennessee tout de suite. Je ne donnerai pas mon avis. Ou en passant. Vous l'avez donné pour moi. Merci beaucoup, Loïc. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, Malika reçoit l'actrice Charlotte Gassio. On arrive à l'école. T'étais quel genre d'élève? J'étais pas une très bonne élève. Je pense que j'étais une élève sympathique, oui, mais pas très bosseuse. Voilà. Donc, parce que je sais, pour avoir revu quelques profs, parfois, ils n'ont pas un mauvais souvenir de moi, mais pas un super souvenir de mes notes, quoi. Mais t'étais pas dissipée? Pas spécialement, un peu bavardeuse avec les copines, quoi. Ça, c'est toutes les filles, je crois. Bavardeuse? Bavarde. Bavarde, ouais, bavardeuse ne se dit pas. Donc oui, un peu bavarde avec les copines, mais pas spécialement dissipée non plus, quoi. Est-ce que tu as gardé des amis de l'époque? Ouais, j'ai gardé surtout... j'ai une meilleure amie du collège, on va dire, et une meilleure amie du lycée, qui sont vraiment restées proches aujourd'hui. Aller à l'école, pour toi, quand tu y penses comme ça, c'est un bon souvenir? Plutôt un bon souvenir, ouais. Après, il y avait il y a une pression quand même, le truc, les notes, réussir et tout. Je trouve que ça met quand même une pression. T'as senti la pression? Ouais. C'est tes premiers moments de pression dans la vie, c'est quand tu vas à l'école? Ouais, il y a de ça. Et puis aujourd'hui, je suis maman. Aujourd'hui, j'accompagne mes enfants à l'école. Ils ont quel âge, tes enfants? Ils ont 6 ans. Parfois, j'ai des rendez-vous avec les maîtresses et j'ai un peu l'impression que c'est mon rendez-vous, quoi, que c'est à moi d'assurer. Ah, même toi, en tant que maman, c'est quelque chose qui t'oppresse? Ah ouais, parce que ça me renvoie à ce truc de j'étais pas une bonne élève et j'espère que mes enfants, ça sera... Mais t'étais pas une bonne élève, à quel point, là, tu me fais peur? J'ai eu 1 au bac en maths. D'accord. Voilà. Ça situe. Ça situe le truc. Oui, mais ça veut dire que t'aimais pas les mathématiques. Non, ouais, effectivement. Mais il y avait peut-être d'autres matières où ça se passait mieux quand même. Ouais, ça se passait très bien en anglais pour une raison que j'ignore. J'ai toujours adoré ça et ça a toujours bien marché.
Mais ouais, le reste, ça a toujours été compliqué. Je l'ai appris adulte, je suis dyslexique et j'ai un trouble de l'attention. Voilà. C'est des choses que désormais, pour les générations actuelles, on est beaucoup plus vigilant. Voilà, aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à ça. Moi, je suis hyper vigilante là-dessus, sur mes enfants d'ailleurs, pour être sûre que ça se passe le mieux possible. Mais oui, et d'ailleurs, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai vu toute ma scolarité me passer sous les yeux. Je me suis dit, purée, c'est pour ça, quoi. Tu dis aussi que tu as été victime de harcèlement. Oh, c'est arrivé au lycée, ouais. Au lycée ? Ouais, c'est arrivé au lycée. Normalement, on est plus mature au lycée ? Ah bah, pas tout le monde, hein. Pas tout le monde, non, ça agissait un peu en bande, une bande de petits cons qui m'emmerdaient pour mon poids, principalement. Et puis, comme j'ai toujours eu une grande gueule, je me suis un peu défendue. Et puis quand j'ai senti qu'il fallait un peu plus, la police a été là pour moi. Mais non. Bien sûr. Ah ouais, donc c'était des faits qui étaient pénalement répréhensibles. Ouais, le harcèlement, c'est répréhensible de toute façon. Et ouais, il y a eu un moment où il a fallu faire... Et là, t'étais en quelle classe ? Poser une main courante, je devais être en seconde. Ok. Ouais. Mais une main courante, ça veut pas dire qu'eux en ont été informés ? Si. Si ? Si, ils ont été bien informés. Mais ça s'est arrêté. Immédiatement ? Ouais. Ok. Donc tu savais ne pas te laisser faire, quoi. Exactement. T'en avais parlé à tes parents, c'est eux qui ont trouvé cette solution-là ? Ouais. Ok, d'accord. Ah oui, c'est ce qu'il faut faire, il faut parler à un adulte. J'allais te dire, qu'est-ce que tu dirais aux enfants aujourd'hui qui te regardent et qui souffrent de harcèlement ? Vraiment ne pas hésiter à en parler à un adulte, à ses parents, à ses profs, à des gens dont on sent qu'on peut leur faire confiance. Il y en a. Et il faut se diriger vers eux et ça doit s'arrêter. Le harcèlement, c'est puni par la loi. On n'a pas le droit de faire ça, de faire subir ça à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Donc voilà, il y a des lois, faisons-les respecter. Donc ça, c'est un épisode finalement court ? Ouais, c'est un épisode court parce que j'ai décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Ouais. J'avais traumatisant quand même, quoi. Un peu traumatisant quand même. J'avais eu des petits soucis au collège aussi, mais que j'ai réglé moi-même de façon peut-être pas... Tu t'es bagarrée ? Je me suis un peu bagarrée. Ouais, je me suis un peu bagarrée. Mon père m'avait dit, tu en prends un dans le groupe, pas le chef, un petit, et tu lui dis, si les autres m'emmerdent, c'est toi qui prends. Mais qu'est-ce que c'est que cette technique ? Ça a super bien marché. Ok. Ça a super bien marché. Et du coup, au lycée, on est passé à un autre stade. Et comme c'est devenu un peu plus... C'est des gens qui... Honnêtement, j'avais un peu peur, quoi. T'avais peur ? J'avais peur qu'ils soient violents avec moi. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Et si je te demande un souvenir d'écolier précis, spontanément, comme ça, nous partager, à quoi tu penses ? Je suis en primaire, en tout cas, en souvenir d'écolier. Je suis en primaire à mon école du 19e arrondissement qui s'appelait le Cours Chapuis. Et je suis avec mes copines et mes copains. Dans la cour de récré ? Dans la cour de récré. Et, ouais, j'ai vachement aimé cette école, j'en garde un super souvenir. Tu jouais à quoi dans la cour de récré ? À quoi on jouait dans la cour ? On devait jouer un peu à l'élastique, à la corde à sauter. Est-ce que tu dis que tu as revu des profs qui se souvenaient de toi ? Est-ce qu'il y en a, toi, un qui t'a marqué, un prof préféré, peut-être lié à une matière préférée ? J'avais adoré mon prof de philo au lycée. Guillaume Bourquin, que j'embrasse. Parce que vraiment, c'était un super prof. J'avais de la chance dans mon lycée, on a fait 2 ans de philo au lieu de une seule année. Ouais. Comment ça se fait ? Je sais pas, on nous faisait commencer en première pour avoir un peu d'avance. Mais il y avait moins de français de ce fait ? Il y avait le bac français quand même, ouais, mais je sais pas, c'est peut-être une introduction, en tout cas. Vous travaillez plus alors ? On travaillait peut-être un peu plus, ouais. Et du coup, tu avais eu un peu comme un coup de cœur ? Ouais, un coup de cœur pour ce prof qui nous ouvrait l'esprit, qui parfois... on faisait pas un cours, parfois juste on faisait des débats dans la classe. T'aimais bien débattre ? Ouais. Je vois bien, ouais. C'était ton moment. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un prof que j'ai vachement apprécié. Si j'allais te demander une matière cauchemar, mais je pense que c'est les mathématiques. Effectivement, bien joué. Ouais, les maths. Après, on peut coller sciences et physique avec. Ça va ensemble. Ça va ensemble. C'était pas ma cam, non. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Charlotte Gassio, pour la suite de Souvenirs d'écolier.
C'est la fin de ce Grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé le Grand JT aujourd'hui. À la réalisation, c'est Romain Luc, le son Thibaut Gory-Lafont, le maquillage Laure Audemont et Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec